En ce moment, vous êtes assis quelque part au chaud, une couverture à portée de main, un téléphone dans le vôtre. Pendant environ 300 000 ans, personne dans votre lignée familiale n'a eu droit à rien de tout cela. Pas de mur, pas de feu à la demande. Aucune garantie de voir le matin suivant. Aujourd'hui, avoir faim signifie ouvrir une application. Avoir froid signifie tourner un bouton. Rien de tout cela n'existait pendant la majeure partie de l'histoire humaine. Alors, comment les humains ont-ils vraiment survécu sans rien de tout ça? Pas de médecine moderne, pas d'abri fabriqué, pas de nourriture stockée, pas de plan de secours. Comment un animal lent, sans griffes, relativement faible, a-t-il traversé 100 000 hivers? Enlevez le toit, enlevez le garde-manger, enlevez chaque bouton qui résout un problème à votre place. Il ne reste qu'un corps, seul dans l'obscurité, avec une courte liste d'outils pour tenir jusqu'au lever du soleil. Pas de numéro d'urgence, pas d'antibiotiques, pas de magasin à 2 minutes, pas de serrure sur une porte. Commençons par le feu, car tout le monde suppose que son rôle principal était de réchauffer les gens. Ce n'est que la moitié de l'histoire. En 2012, l'archéologue Francesco Berna et son équipe ont examiné des cendres et des fragments d'os brûlés au fond de la grotte de Wonderwerk, en Afrique du Sud. Les couches remontaient à environ 1 million d'années, parmi les preuves les plus solides au monde de l'utilisation contrôlée du feu, par les premiers humains. Des analyses en laboratoire sur les sédiments ont confirmé que les cendres n'avaient pas simplement été apportées de l'extérieur par ruissellement. Elles avaient été brûlées exactement là où elles ont été trouvées, encore et encore, au même endroit. 1 million d'années, bien avant qu'Homo sapiens n'existe en tant qu'espèce. La vraie valeur du feu n'était pas la chaleur, c'était la nourriture. La cuisson décompose les fibres végétales, coriaces et libère des calories que la simple mastication accrue ne peut tout simplement pas atteindre. Certains chercheurs estiment qu'un repas cuit peut fournir plus de 30% d'énergie utilisable en plus par rapport au même aliment consommé cru. Ce simple changement a peut-être libéré de l'énergie que le corps consacrait auparavant à la digestion pour la redigérer ailleurs. Au fil des générations, le cerveau humain est devenu bien plus volumineux par rapport à la taille du corps que celui de n'importe quel singe, tandis que l'intestin humain a nettement réchauffé les mains. Il a peut-être reconstruit le corps de l'intérieur. Le feu a donc résolu la question de la nourriture et de la chaleur. Le corps devait encore répondre à un problème plus difficile, car en matière de force brute, les humains sont presque ridiculement dépassés. À poids égal, un chimpanzé est environ 1,5 fois à 2 fois plus fort qu'un humain. Un guépard peut atteindre 95 km/h. Le sprint maximal d'un humain plafonne autour de 24 à 32 km/h. Sur le papier, les humains devraient perdre presque toutes les épreuves physiques du règne animal. En 2004, les biologistes Dennis Bromble et Daniel Lieberman de l'Université de l'Utah et de l'Université Harvard ont publié une étude sur un trait que la plupart des gens négligent complètement, la course d'endurance. Les humains possèdent près de 2 millions de glandes sudoripares sur la peau, bien plus que n'importe quel autre primate, ce qui permet au corps de se refroidir en mouvement, au lieu de s'arrêter pour allaiter à l'ombre. Leur étude a également mis en évidence un long tendon d'Achille et un ligament élastique à la base du crâne qui aident tous deux à stabiliser le corps humain pendant des heures de course régulières, d'une façon dont aucun corps de singe n'est capable. Cette différence compte plus que la vitesse brute. Un humain peut maintenir une allure de jogging régulière pendant des heures en pleine chaleur. La plupart des proies rapides à 4 pattes surchauffent et s'effondrent bien avant cela. Même un chimpanzé, doté de bien plus de muscles bruts, doit s'arrêter et se reposer au bout de quelques minutes à un rythme qu'un humain pourrait tenir. Tout terribly sense. Lent et transparent l'emporte, sur rapide et poilu, plus souvent que l'instinct ne le suggère. Le feu et l'endurance expliquent la nourriture et le déplacement. Mais qu'est-ce qui permettait de traverser les nuits, surtout les plus froides? Tout le monde imagine les vêtements comme une invention relativement récente. Quelque chose apparu en même temps que l'agriculture, les villes et les aiguilles en acier. La preuve génétique raconte une toute autre histoire. En 2003, les généticiens Ralph Kittler, Manfred Kaiser et Mark Stoneking de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, en Allemagne, ont étudié l'ADN du pouls de corps qui vit spécifiquement dans les vêtements plutôt que sur la peau ou dans les cheveux. Les deux espèces de poux se ressemblent presque à l'identique aujourd'hui, mais leur ADN diverge silencieusement depuis des dizaines de milliers d'années, et les généticiens peuvent lire ce taux de changement régulier comme une horloge qui remonte le temps. En mesurant depuis combien de temps le pouls de corps s'est génétiquement séparé du pouls de tête, ils ont estimé que les humains avaient déjà commencé à porter régulièrement quelque chose: fourrure, peau,
cuir, enroulé, il y a environ 170 000 ans. Cela représente des dizaines de milliers d'années avant les plus anciennes aiguilles à coudre, jamais retrouvées dans les archives archéologiques. La preuve n'est ni une aiguille ni un morceau de tissu. C'est un insecte qui n'a pu apparaître qu'une fois que les vêtements sont devenus une partie permanente de la vie humaine. Et sans eux, les humains n'auraient probablement pas pu s'aventurer dans les régions plus froides qu'ils ont fini par habiter. C'est là que ça devient étrange. Tout le monde suppose que la survie était finalement un acte solitaire, une personne seule contre la nature sauvage. Les archives anthropologiques indiquent le contraire. En 2009, l'anthropologue Sarah Blaffer-Hurdy a publié une synthèse de décennies de travaux de terrain sur les soins coopératifs au sein de sociétés de chasseurs-cueilleurs, notamment le peuple F de la République démocratique du Congo. L'étude a révélé que les nourrissons F étaient portés par une personne autre que leur mère pendant près de la moitié de leurs heures, de jour au cours des premiers mois de vie, passés entre les pères, les grands-mères, les frères et sœurs aînés et des adultes non apparentés du même campement. Dans certains des groupes étudiés, un seul nourrisson pouvait être porté, nourri ou réconforté par une demi-douzaine de personnes différentes, voire plus, au cours d'une même journée. Ce schéma, connu sous le nom de reproduction coopérative ou alloparentalité, est inhabituel chez les primates. Les mères chimpanzés et gorilles laissent rarement quelqu'un d'autre toucher un nouveau-né pendant des mois. Les nourrissons humains, en revanche, se développent anormalement, lentement et sont anormalement exigeants à élever. Le partage des soins signifiait qu'une mère pouvait chercher de la nourriture, chasser ou se reposer au lieu de porter un nourrisson dépendant à chaque heure de veille. Ce qui explique peut-être exactement pourquoi l'espèce n'aurait pas pu survivre sans répartir ce fardeau sur tout un groupe. Le feu, l'endurance et les vêtements résolvent les problèmes du corps un par un. Mais rien de tout cela n'explique ce qui a réellement maintenu l'ensemble. Car aucun de ces éléments ne fonctionne seul. Un feu ne reste allumé que si quelqu'un l'entretient pendant que les autres dorment. Un corps conçu pour l'endurance a quand même besoin de quelqu'un pour surveiller le campement pendant une poursuite de 6 heures. Les vêtements doivent être fabriqués, réparés et transmis de génération en génération. Rien de tout cela n'a d'importance s'il y a personne disponible pour porter un enfant trop jeune pour survivre seul. Chaque adaptation avait son importance propre, mais ce qui sous-tendait toutes ces adaptations, ce qui a permis à un animal lent, sans griffes, largement dépassé, de survivre aux aires glaciaires, aux sécheresses et aux prédateurs conçus pour le tuer en quelques secondes, n'a jamais vraiment été un seul et unique outil. C'était le fait que personne n'avait à affronter la nuit complètement seul. Imaginez à nouveau cette pièce chaleureuse. La couverture, le téléphone à portée de main, le mur qui garde la nuit dehors, là où elle doit rester. Rien de tout cela ne nécessitait que quelqu'un entretienne un feu pendant que vous dormiez, ou parte votre enfant pour que vous puissiez vous reposer, ou transmette une peau cousue assez serrée pour survivre en un hiver. La vie moderne n'a pas supprimé le besoin des autres. Elle a simplement rendu ce besoin invisible, enveloppé dans un thermostat, une application de livraison, une serrure sur une porte. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la survie n'a jamais vraiment été une épreuve de force ou de vitesse. C'était une épreuve pour savoir qui se tenait encore à vos côtés quand le feu s'éteignait. Enlevez chaque mur, chaque interrupteur, chaque application, et une chose n'a jamais changé. Les humains n'ont pas survécu à la nature sauvage en étant la créature la plus forte qui s'y trouvait. Ils lui ont survécu en n'y étant jamais vraiment seuls.